On attend quelques secondes avant de commencer notre discussion avec notre invité Niels Scheffer, fondateur et responsable de Urban Expert. Bienvenue à la Foire du Livre de Francfort, édition 2022. Bienvenue à NoTalks 2022, série de débats co-organisée par le PNUD et la Fondation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Maktoum. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous à partir de la foire du livre de Francfort 2022. La première séance pour aujourd'hui est à propos du développement urbain durable et la deuxième et dernière séance des NoTalks pour aujourd'hui serait sur le volontariat. L'interprétation est disponible en français et en arabe. Veuillez cliquer sur la balle en bas de votre écran pour choisir la langue requise. Bienvenue Niels Scheffer, fondateur et responsable Urban Expert. On va parler aujourd'hui du développement urbain durable. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité. Je voudrais rappeler notre audience que cette séance est co-organisée par le PNUD et la Fondation Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Il s'agit d'un sujet très intéressant, à savoir le développement urbain durable, d'autant plus que la population urbaine va dépasser les 60% d'ici 2030, selon les statistiques des Nations Unies et de l'OMS. Et par conséquent, les zones urbaines ne pourraient pas répondre à cette demande qui va croissante. Pourquoi l'importance du développement urbain durable? Qu'est-ce que c'est le développement durable et quel est l'objectif ultime du développement urbain durable? Les cités durables ou les villes durables, c'est le sujet de notre discussion. À mon avis, les villes durables seraient une meilleure place pour vivre à la lumière de la pollution qui va croissante. Il faut faire à tous les défis, améliorer la qualité de vie des résidents et des utilisateurs des zones urbaines, et il faut prendre en considération toutes les dimensions, non seulement l'environnement, mais également l'aspect économique et d'autres aspects. Donc, les villes durables ont tous ces aspects qui devraient être améliorés avec le temps, et il faut être en conformité avec les limites et les contraintes de l'environnement. Pour ce qui est du développement urbain durable, il s'agit d'un principe à mettre en œuvre dans tout programme ou tout projet en prenant en considération les dimensions suivantes: la résilience climatique, s'adapter au changement climatique, et il faut utiliser tous ces projets et activités pour changer, pour améliorer la qualité de vie. Comment les consommateurs ou utilisateurs finaux pourraient utiliser les zones urbaines pour atteindre le développement durable. Et quand on parle d'espace public, il faut également penser à améliorer ces espaces où se rencontrent les gens et où elles socialisent. Donc, quand on dit développement urbain durable, on pense à toutes ces dimensions dans tout projet et toute activité. Il ne s'agit pas de l'impact climatique, mais il s'agit également des aspects sociaux et économiques. Que se passe-t-il si les villes se contentent de se développer de manière organique? Quels groupes, quels pays, quelles régions seraient les plus vulnérables à tous ces problèmes? Le développement de manière organique s'avère positif, mais dans l'interaction avec nos villes,
Si on essaie de les laisser libre cours à ces villes pour se développer de manière organique, on regarde, par exemple, on remarque qu'elles ne sont pas durables. Donc, le développement de manière organique n'est pas fonctionnel, d'où la nécessité d'intervenir. Il y a beaucoup de problèmes, la pauvreté urbaine, la pollution, les problèmes d'habitat, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de logement. Donc, il y a beaucoup de défis dans nos villes et il faut qu'on intervienne pour améliorer nos zones urbaines ou villes. Pour les raisons qui préviennent la durabilité de nos villes, sont relatives à l'incapacité de prendre les décisions à long terme. Il n'y a que des décisions prises à court terme et en occultant la dimension de la durabilité. Pour cela, il faut travailler sur différents aspects des villes pour assurer la durabilité à long terme et améliorer la qualité de vie. Pour répondre à votre question, quels seraient les groupes, les pays ou les régions les plus vulnérables à la pauvreté urbaine? La pauvreté peut toucher n'importe quel pays, n'importe quel groupe de pays, n'importe quelle région, mais l'intensité diffère d'un pays à l'autre, d'un groupe à l'autre. À mon avis, la pauvreté urbaine est la plus prononcée dans les pays les plus pauvres où il y a des disparités sévères de revenus ou dans les pays ravagés par les conflits ou les guerres et dans les pays où la corruption est rampante et dans les pays où le système d'éducation est vraiment défectueux. Il y a beaucoup de niveaux qui aboutissent à la pauvreté urbaine. Et la pauvreté urbaine pourrait différer d'un pays à l'autre et être plus prononcée d'une région à l'autre. Vous avez parlé du principe de la bonne gouvernance, de la conception de politique, mais quel serait le rôle des citoyens du secteur privé? Comme je viens de dire, il y a différents types de problèmes, mais les défis sont vraiment énormes et les politiques publiques adoptées par le gouvernement ne seraient pas aptes à relever ces défis, d'où la nécessité d'une collaboration entre le privé, le public et les citoyens afin de répondre aux différents besoins qui vont de plus en plus croissants. Il y a beaucoup de besoins dans n'importe quelle ville, mais il faut comprendre les besoins des différentes parties prenantes et il faut coordonner tout cela et équilibrer tout cela, mais on ne peut pas le faire sans les citoyens. Mais qu'est-ce que serait le développement urbain durable pour le secteur privé? Est-ce que ça va réduire leur marge de profit? Ça dépend de leur mode de travail. Il y a beaucoup de sociétés privées qui opèrent dans le domaine de la durabilité et par conséquent, ce genre de sociétés vont gagner davantage. Mais le problème se pose dans le secteur de logement. Dans la dernière décennie, les prix des logements ont augmenté énormément et ceci représente un défi pour les personnes qui ne sont pas capables de payer les loyers. Pour ce genre de société privée, les opportunités économiques et les opportunités de profit seraient de plus en plus moindres, d'où la nécessité que ce genre de société privée change leur modèle des affaires en vue de
en vue d'adopter des modèles des affaires qui prennent en considération les aspects économiques et sociaux, et comme ça, on va changer le paysage dans nos villes. Et quels seraient les piliers du développement urbain durable ou les principes principaux du développement urbain durable? À mon avis, il y en a trois. Tout d'abord, le développement orienté par les problèmes et orienté par les solutions, et le développement intégré. Les villes ne sont jamais parfaites et ne vont jamais l'être. Il y a toujours des défis qui vont émerger avec le changement climatique et le changement économique et social. Il faut bien sûr adopter des stratégies pour les villes après avoir surveillé tous les indices. Donc, il faut adopter des stratégies pour implémenter les règles et les réglementations que vous définissez. Il faut identifier les parties prenantes avec qui travailler en matière d'implémentation, et pour atteindre nos objectifs, il faut travailler dans un cycle d'amélioration continue. Il s'agit d'une chose très importante pour les villes. Vous parlez d'un processus participatif, oui, mais aussi d'un point de vue de management, et on a beaucoup à apprendre du secteur privé. À part le premier principe, il y a d'autres approches à adopter, comme les approches basées sur le lieu, et les besoins et les défis changent d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre. Il faut toujours prendre en considération les besoins locaux et développer ces stratégies nécessaires à cet égard. Donc, il faut adapter nos approches pour qu'elles soient basées sur le lieu et pour répondre aux besoins locaux. Il s'agit d'un pilier principal du développement urbain durable. Il y a également l'approche intégrée pour le développement urbain durable. On a cette vision de tunnel, cette vision tunnel, mais pour avoir des villes avec du développement durable, il faut aborder tous les défis, toutes les questions, tous les problèmes d'une perspective environnementale, économique et sociale, et il faut briser les silos et travailler ensemble. Il s'agit là d'une approche intégrée qui représente le troisième pilier du développement urbain durable. Bien sûr, le gouvernement a son rôle à jouer et le secteur privé également. Il n'est pas vraiment coûteux de bâtir des villes durables, mais il faut adopter des approches intégrées, des approches participatives. Non, bien sûr qu'on a besoin de financement pour bâtir des villes durables, mais il y a des approches qui ne sont pas vraiment coûteuses, à savoir les approches intégrées, les approches basées sur le lieu, et il faut mobiliser les ressources nécessaires à cet égard. Le problème n'est pas toujours un problème de financement. On peut adopter des approches qui ne sont pas à coût élevé, et il faut changer la mentalité et trouver des solutions durables pour aider les citoyens dans les villes ou dans les zones urbaines. Avant de parler d'approche, j'aimerais rappeler notre audience qu'elle pourrait poster les questions en arabe, en français, en anglais, avant de les relayer directement à notre invité Nils. Nils, vous avez
mentionné des approches à coût élevé et d'autres qui ne sont pas à coût élevé. Qu'en est-il de l'exploitation des développements technologiques? Vous avez parlé d'approches participatives qui pourraient être mises en application pour favoriser le développement urbain durable. En ce temps limité, je ne peux pas détailler les approches nécessaires de façon complète, mais à mon avis, il faut adopter des approches intégrées, des approches qui ne sont pas à coût très élevé, des approches basées sur le lieu. À titre d'exemple, je peux parler des approches transformatives et on peut aborder cette question à partir de deux perspectives. Une approche du haut vers le bas ou une approche du bas vers le haut. Et il y a également une ONG au Portugal qui favorise les approches durables, dans le domaine ou le secteur de logement. Cette ONG portugaise, avec des ressources bien limitées, travaille sur des recherches, sur des logements qui sont compatibles avec l'environnement et elle rénove les logements sociaux de façon durable. Mais la question essentielle réside dans la continuité de ces activités. Une fois par année, cette ONG invite les étudiants de différents coins du monde pour assister à ces colloques sur la construction durable, la rénovation durable. Et cette ONG est spécialisée dans la rénovation des HLM de façon durable. Vous avez introduit une nouvelle partie prenante. Oui, la société civile. J'ai parlé d'une approche du haut vers le bas, mais il y a également l'approche de bas en haut. Et on a besoin vraiment de la société civile. Avant de parler de la deuxième approche, qui devrait diriger cet agenda? Vous avez parlé du secteur privé, du secteur public, des ONG qui devraient diriger. Il ne s'agit pas de diriger, mais il s'agit de collaborer. Moi, je travaille avec les municipalités et les municipalités disent qu'on n'a pas les ressources nécessaires et je leur demande de chercher des partenaires au sein des communautés locales, au sein de la société civile, d'où la nécessité de travailler ensemble, d'où la nécessité de coopérer, de bâtir des partenariats pour atteindre les objectifs. Et donc, ça nous reconduit au titre de cette séance, unir nos forces pour un développement urbain durable. Il a une responsabilité collective et il a la responsabilité des gouvernements. Les gouvernements ne peuvent pas travailler seuls. Ils doivent coopérer avec tous ses partenaires, le privé, le secteur privé, la société civile, pour maximiser l'impact. Qu'en est-il de la deuxième approche du haut vers le bas au sein de l'Union européenne? Il y a un financement de programmes relatifs au développement urbain durable. Et dans d'autres continents au niveau national, il se pourrait qu'il y ait certains programmes de ce genre. Il y a un programme appelé Initiative urbaine. Et ici, il y a une invitation adressée aux municipalités pour travailler dans le domaine du développement urbain durable.
et les villes peuvent travailler sur des projets prédéfinis avec des sujets qui leur sont relatifs et il y a avant d'investir, il y a un test préliminaire pour tous ces projets réétablis et comme ça, on encourage les villes à penser localement, à répondre aux besoins locaux. Un autre projet ou un autre programme de l'Union européenne est relatif au développement urbain durable. L'Union européenne encourage de cette façon les villes à rencontrer ou à aller à l'encontre d'autres villes, à établir des réseaux avec d'autres villes dans des programmes communs avant d'obtenir le financement. Et il y a une autre condition préalable, il faut adopter des approches participatives et des approches basées sur la bonne gouvernance. Donc, il s'agit de 2 programmes lancés par l'Union européenne pour encourager les villes à penser différemment pour atteindre les principes de développement durable. Vous avez parlé de l'Union européenne et de d'autres pays européens. Comment les villes peuvent-elles s'entraider pour devenir plus durables ou organiser le processus d'apprentissage? Est-ce qu'elles peuvent aller à la rencontre de villes en Asie, les villes européennes, je veux dire, où l'Afrique peut apprendre de l'Europe et vice-versa, et l'Asie également. Mais comment les villes peuvent-elles s'entraider pour devenir plus durables? Le réseautage est très important. Il y a également les réseaux de transfert où il y a une ville qui dirige le réseau et une ville leader et elle adapte les solutions à d'autres villes. J'ai travaillé dans ce genre de réseau de transfert et d'habitude. Il y a beaucoup de solutions innovatrices qui bénéficient à tout le monde et qui émergent de ces réseaux de transfert. Il s'agit d'un processus d'apprentissage mutuel. Les villes peuvent s'entraider pour devenir plus durables à travers ce processus d'apprentissage commun. Et quand les autres villes unissent leurs forces, on assiste à l'émergence de synergies très efficaces. Et vous avez besoin de ce genre d'énergie pour opérer ce changement. Et les villes peuvent s'entraider pour conduire le changement. Est-ce que vous pensez que les problèmes ou les défis sont collectifs? À travers le réseautage, les villes se sentent interconnectées. Il ne s'agit pas seulement du développement urbain durable. Elles commencent à mettre l'accent sur un défi spécifique, sur un problème spécifique et elles cherchent à s'entraider sur un sujet spécifique. Mais il ne faut pas avoir une vision tunnel. Il faut aborder les problèmes et les défis de perspectives différentes. C'est très intéressant, le réseautage. Et il y a l'importance de l'approche holistique. Vous avez parlé de la bonne gouvernance et de la transparence. Comment la bonne gouvernance et le renforcement des capacités favorisent-ils le développement urbain durable et comment l'application ou la participation des citoyens pourrait accélérer le progrès? Je vais commencer par la dernière partie de votre question. Est-ce que les citoyens pourraient accélérer les progrès vers un développement urbain durable? J'ai des doutes à cet égard. Je suis en faveur de la participation des citoyens pour accélérer le progrès.
Néanmoins, dans notre vie quotidienne, on n'est pas durable. Je vous dis, est-ce que vous êtes prêts à laisser de côté votre voiture pour marcher? Vous allez me dire non. Bien sûr, l'implication des citoyens pourrait aider si les gens sont vraiment désireux de changer et s'ils ont la volonté de changer. Il faut bien sûr impliquer les citoyens qui sont prêts à adopter le changement. Qu'en est-il du rôle du gouvernement à cet égard? Est-ce que les gouvernements peuvent intervenir en imposant des taxes ou des règles ou certaines contraintes pour inciter les citoyens à abandonner leur voiture privée et adopter les transports publics? Ou imposer des taxes aux citoyens s'ils n'adoptent pas des comportements responsables à l'égard de l'environnement. La durabilité est un processus à coût élevé, mais il y a également certaines limites. Ceci peut aboutir à beaucoup d'inégalités, d'où la nécessité de balancer les choses, d'établir un équilibre, de trouver un équilibre entre tous ces aspects. Parce que tous les projets qui sont bien sûr motivés par l'argent ne sont pas les bons. Il y a des sujets très actuels comme l'inflation ou les logements. Vous pouvez me parler de cela? Qu'en est-il des logements abordables compte tenu de l'inflation et de la hausse du coût de la vie? Et le rapport avec le développement urbain durable. Au cours de la dernière décennie, le secteur des logements a explosé et ça a eu des effets négatifs sur beaucoup de villes. Quand les logements deviennent de plus en plus coûteux, les citoyens ne peuvent plus payer les loyers ou le coût de tels logements. Et si le prix des logements et les loyers vont absorber 60% de votre revenu, ils ne sont plus des logements abordables. Et si les revenus ces consommateurs sont absorbés par le prix des logements, ça va aboutir à des inégalités, à une ségrégation dans les zones urbaines. Et souvent, les propriétaires de ces logements n'habitent pas ces logements. D'où la nécessité d'adopter une nouvelle politique à propos des logements sociaux ou abordables. Par le passé, les gouvernements offraient beaucoup de logements sociaux, mais à l'heure actuelle, les gouvernements devraient assurer au moins un tiers des logements sociaux ou abordables pour faire face à un tel défi. Et à mon avis, il y a la société civile, le secteur privé qui pourraient assurer un tiers également de ces logements abordables.
Et il y a également les parties prenantes dans le secteur du logement. Il y a beaucoup de questions adressées par notre public que je vais relayer directement à vous ultérieurement. Qu'en est-il du changement démographique, Nils? Et il y a beaucoup de changements démographiques en Europe ou en Asie ou dans l'Amérique du Nord, et ça change d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et on a bien sûr la population indigène, et il y a également la catégorie de jeunes qui va de plus en plus croissante. Et il y a également beaucoup de jeunes qui se dirigent vers les villes, et les services sociaux devraient faire face à cela, devraient en offrant des services éducationnels, des services sanitaires. Et il y a des gens qui ont besoin d'emploi. Et il faut assurer de tels emplois. Il y a le vieillissement de la population, c'est un défi à relever. Il y a également beaucoup de besoins en matière de logement abordable, et il y a beaucoup de pression sur les services sociaux. Mais si on va en direction de l'Asie et de l'Amérique du Nord, il y a le défi du vieillissement de la population. D'où la nécessité d'assurer les services sociaux et de santé nécessaires. À mon avis, il faut déconstruire déconstruire les barrières physiques entre les villes et au sein des villes. Qu'en est-il de l'économie circulaire? Il ne s'agit pas d'un défi, mais d'une opportunité. Comment ça pourrait aider au développement urbain durable? Il s'agit d'une nouveauté dans le domaine du développement urbain durable. L'économie circulaire devrait bien sûr offrir des solutions. L'économie circulaire cherche à changer nos modes de vie, nos modes de production des biens et des services pour que ça soit de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il faut mettre l'accent sur la production, sur le transport, sur la construction des logements. D'habitude, on construit et on détruit les logements pour reconstruire, et il y a beaucoup de déchets, d'où la nécessité d'éviter ce gaspillage de ressources et la production de déchets ou d'emblée de remblai. Dans le domaine ou le secteur de la construction, il faut encourager à l'utilisation de nouvelles matières premières pour éviter la production de déchets. Au lieu de se débarrasser des produits de fin de vie, il faut encourager le recyclage, la consommation responsable, la réutilisation des produits. L'économie circulaire, c'est moins de propriété et plus de partage. Le partage, par exemple, des voitures, le carpooling, le covoiturage, pour réduire la consommation. Et de ce fait, on peut se diriger vers le développement urbain durable.
Dans la séance d'hier, on a parlé d'un transfert, d'un transit des actionnaires aux partenaires. On ne peut pas parler des villes sans parler du patrimoine culturel. Comment conserver ou préserver le patrimoine culturel pour assurer des résultats durables? Quand j'ai commencé à travailler dans mon secteur, on ne parlait pas de patrimoine culturel, du patrimoine culturel. Mais en voyageant, j'ai vu beaucoup de cités chinoises et de cités américaines avec des immeubles de grande hauteur, mais en retour en Europe, j'ai vu des villes vieilles, de vieilles villes, et je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Pour moi, le patrimoine culturel nous aide à préserver l'identité, à se sentir comme un poisson dans l'eau. Et à mon avis, le patrimoine culturel est un patrimoine qu'il faut préserver. Il s'agit de l'ensemble des biens, il s'agit de la cohésion entre les peuples et la culture. Et il faut s'adapter aux changements tout en préservant le patrimoine culturel pour l'avenir. Pour les bénéfices à tirer de la réhabilitation et de la préservation du patrimoine culturel, ceci est relatif bien sûr au développement durable, mais il s'agit également d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre et il y a les entreprises qui cherchent à agir différemment, notamment dans le secteur de la construction, dans le secteur de logement. Du point de vue économique, il y a des revenus à tirer du secteur de tourisme en préservant le patrimoine culturel. Et il y a également le point de vue écologique. Il ne faut pas démolir les bâtiments culturels, mais les rénover, les rendre plus efficients énergétiquement et utiliser des matières premières qui sont plus plus écologiques. Les questions de l'audience. Est-ce que vous pensez que les pays en développement ont la possibilité d'adopter le développement urbain durable? Le développement durable ça veut dire l'amélioration de la qualité de vie. Bien sûr, dans les pays développés, il y a une haute qualité de vie, mais qui n'est pas durable. En revanche, à mon avis, les pays en développement devraient apprendre à avoir des modes de vie durables. Et ça ne veut pas dire réduire la qualité de vie, mais adopter une nouvelle qualité de vie en adoptant de nouveaux modèles de qualité de vie et non pas copier-coller à partir des pays développés parce que nos modèles ne sont pas les meilleurs. À mon avis, les pays en développement ne devraient pas répéter les erreurs des pays développés.
Les pays du Nord devraient changer leur mode de fonctionnement et adopter un modèle plus durable. Et les pays en développement devraient travailler avec les pays développés à cet égard. On a parlé du développement urbain durable au cours de cette séance. Qu'en est-il du développement rural durable? Comment atteindre ce développement durable dans les zones rurales? Bien sûr, les villes ne pourraient pas survivre sans les zones rurales. Et dans les villes, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts où, contrairement aux zones rurales, où il y a plein d'espaces verts ou de superficies cultivables pour planter des fruits et des arbres. De plus, pour que les zones rurales puissent survivre, il faut qu'elles aient une meilleure qualité de vie, assurer de meilleurs services sociaux et économiques pour assurer leur durabilité, mais cela s'inscrit dans l'interconnexion entre les zones rurales et les zones urbaines. Il y a une autre question du public. Qu'en est-il des disparités dans les pays en développement? Est-ce que c'est relié à la question de l'urbanisation? Je n'ai pas vraiment capté la question. Il y a beaucoup de défis résultant de l'urbanisation et ceci conduit à beaucoup de défis, à beaucoup de conflits, à beaucoup de pollution, à beaucoup de problèmes écologiques. Dans le domaine scientifique, on essaie de trouver l'échelle appropriée pour les villes. Il y a des méga cities comme des mégapoles. La plus grande ville en Allemagne comprend 3,5 millions d'habitants. Des gens pourraient dire que c'est une petite ville et on a un système différent de villes en Allemagne. On n'a pas ce genre de mégapole, mais il faut que les villes soient accessibles, durables et de petites agglomérations pour qu'on puisse les gérer. Qu'en est-il des indices qui clarifient les villes en tant qu'inclusives ou non inclusives? La concurrence entre les villes encourage les villes à être meilleures, mais d'après les analyses comparatives, il y a des indices de comparabilité et cela pourrait permettre aux villes de devenir meilleures. Mais il faut bien sûr trouver les meilleurs moyens pour atteindre le benchmarking. Sur ce, on est arrivé à la fin de cette séance. Merci Niels pour cette séance. Au plaisir de vous revoir dans d'autres séances. Merci encore une fois, cher public. Restez avec nous pour la dernière séance de NoTalks 2022 à 16 h et on va parler du volontariat. Changer le monde, un monde volontaire à la fois avec Tapia Kamuruko.